Le 10 octobre 2025, un chiffre a renversé le Burkina Faso. 0 litre d'eau étrangère a traversé le fleuve Sahel depuis la fermeture totale ordonnée par Ibrahim Traoré et en 24 heures, la dépendance hydraulique de 50 ans est devenue un choc public avec des répercussions sur l'énergie, l'agriculture et le crédit. Si l'eau devient un bulletin de souveraineté, que reste-t-il de la stabilité pour les foyers, les hôpitaux, les champs et les villes quand la pénurie s'installe? Entre sanctions, rationnement, peur du chaos et fierté, la souveraineté se mesure désormais à chaque goutte. Ce qui suit n'est pas un récit héroïque ni une condamnation rapide. Il s'agit d'un décryptage précis des mécanismes déclenchés par une seule décision et de ce qu'elle révèle sur le pouvoir réel d'un État lorsqu'il reprend le contrôle d'une ressource vitale. L'enjeu est simple: comprendre ce que gagne et ce que risque un pays quand la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une contrainte quotidienne, mesurable et parfois douloureuse. Dans cette histoire, chaque choix entraîne une chaîne d'effets. Techniques d'abord, économiques ensuite, puis sociaux et politiques. Rien n'est abstrait. Les pompes s'arrêtent, les prix montent, les crédits dès se figent, tandis que la cohésion nationale se renforce ou se fissure selon les territoires. Le pari d'Ibrahim Traoré ne se limite donc pas à fermer un fleuve. Il teste une idée plus large. Une indépendance peut-elle survivre sans confort immédiat, sans partenaire traditionnel, sans filet extérieur? Et surtout, ce pari est-il reproductible ailleurs ou strictement lié au contexte burkinabé? Pour répondre, il faut dépasser le symbole et observer les faits, étape par étape, sans exaltation ni déni. La décision n'est pas née d'un geste impulsif, mais d'un document oublié. Un contrat colonial signé en 1947 accordant pour 99 ans la gestion hydraulique du fleuve Sahel à une société européenne liait encore le Burkina Faso à des intérêts extérieurs jusque dans les données de pluie et les droits de pompage, un fait découvert tardivement par l'équipe présidentielle. Lorsque Ibrahim Traoré prend connaissance de ce texte, l'enjeu change de nature. Il ne s'agit plus d'un héritage technique, mais d'un verrou juridique structurant toute la dépendance hydrique du pays. Ce contrat, rédigé dans une langue étrangère, détaille barrages, stations de pompage, de réseaux d'irrigation et même la propriété des relevés météorologiques. Pendant des décennies, cette architecture est restée invisible pour la majorité de la population, perçue comme une coopération fonctionnelle assurant stabilité et continuité. En réalité, elle fixait une asymétrie durable. L'eau circulait, mais la décision ne venait pas de Ouagadougou. Dans les semaines précédant octobre 2025, une cellule restreinte se réunit autour du président. Ingénieurs, juristes, hydrologues et officiers passent au crible les textes, évaluent les marges légales et mesurent les conséquences possibles d'une rupture. Fermer le fleuve ne signifiait pas seulement interrompre un flux physique, mais rompre un système de contrôle symbolique et administratif vieux de plusieurs générations. Le contexte régional rend le choix encore plus risqué. Le Burkina Faso est enclavé, dépendant de corridors extérieurs pour ses échanges, et déjà fragilisé par des tensions sécuritaires. Toute perturbation majeure menace l'électricité, l'agriculture irriguée et la crédibilité financière du pays. Pourtant, c'est précisément cette vulnérabilité qui transforme la décision en acte fondateur plutôt qu'en simple mesure technique. À partir de ce moment, le fleuve cesse d'être une infrastructure neutre. Il devient une ligne de partage entre confort hérité et autonomie incertaine. La fermeture annoncée pour le 10 octobre 2025 n'est donc pas un point final, mais le début d'un apprentissage collectif où chaque secteur devra réinventer ses équilibres sous le regard attentif d'un continent entier.
Au cœur de cette transition accélérée, un visage émerge loin des tribunes politiques. Le capitaine Caboret, et jeune ingénieur originaire de Bobo-Dioulasso, devient l'un des rouages silencieux de la réorganisation. Autour de lui, une petite équipe d'hydrologues et de techniciens burkinabés travaille jour et nuit dans une salle du ministère des Ressources, avec une mission claire: faire fonctionner ce qui avait été laissé à l'abandon. En moins de 2 semaines, 10 stations locales de pompage, inutilisées depuis plus d'une décennie, sont remises en service. Dans plusieurs villages riverains, les habitants découvrent qu'ils peuvent gérer eux-mêmes les installations sans superviseurs étrangers ni procédures opaques. L'effet est immédiat. La pénurie demeure, mais le sentiment d'impuissance recule. Cependant, les premiers jours révèlent aussi la fragilité du système. Les coupures d'électricité réduisent la pression dans les canalisations. Les files d'attente s'allongent et les hôpitaux doivent rationner l'eau. Dans les rues de Ouagadougou, des affiches à l'effigie d'Ibrahim Traoré apparaissent, parfois accompagnées d'un seul mot: dignité. L'adhésion populaire coexiste avec l'inquiétude quotidienne. Ce contraste marque un basculement psychologique. Là où la stabilité précédente semblait garantie, la population affronte désormais une réalité plus rude, mais plus lisible. Chaque pompe réparée devient un acte politique, chaque litre distribué une preuve de capacité collective. L'État n'est plus un intermédiaire lointain. Il se matérialise dans des équipes visibles, imparfaites mais locales. Alors, ce que cela signifie est simple: la souveraineté cesse d'être abstraite pour devenir une expérience vécue. Avant le 10 octobre 2025, le fleuve Sahel coulait sans attirer l'attention. Il alimentait des barrages, des canaux d'irrigation et des réseaux urbains selon des protocoles établis de longue date, gérés en grande partie par des opérateurs extérieurs. Après l'annonce, tout bascule en quelques heures. Les vannes sont fermées, les alarmes des stations automatiques s'allument et le flux destiné aux conduites étrangères s'interrompt brutalement. Le geste est technique, mais son impact est immédiat et total. Dans la matinée, les ingénieurs exécutent l'ordre sans délai. Les systèmes s'arrêtent, les pompes se figent et l'information se propage comme une onde dans l'administration puis dans la population. À Ouagadougou, les ministères entrent en cellule de crise. Les rapports affluent, parfois contradictoires. Ibrahim Traoré reste silencieux, lit, compare, mesure. Autour de lui, les conseillers évaluent les scénarios, conscients que le point de non-retour est franchi. Très vite, la réaction extérieure s'organise. Les réseaux diplomatiques s'agitent, les ambassades multiplient les appels et les médias internationaux parlent de provocation. Les marchés financiers anticipent le risque. En quelques jours, le Fonds monétaire international gèle un prêt de 400 millions de dollars. L'Union européenne suspend plusieurs programmes de coopération. Les États-Unis publient un communiqué sévère. La pression s'accumule, méthodique, prévisible. Sur le terrain, la réalité est sur les plus concrètes. À Bobo Dioulasso, la pression chute dans les canalisations. Les agriculteurs ferment les vannes d'irrigation pour préserver les réserves. Les transporteurs réduisent leur trajet faute de carburant accessible. Les files s'allongent devant les stations-service et les points d'eau. En 2 jours, le prix du carburant grimpe de 15%, entraînant une hausse rapide du coût des denrées de base. Pourtant, la rue ne bascule pas dans la panique. La tension se mêle à une ferveur visible. Des drapeaux sont brandis, des pancartes affichent un nom, et les radios locales relaient des témoignages de fierté. Cette adhésion n'efface pas les difficultés. Les hôpitaux rationnent l'eau, les écoles ferment plus tôt pour économiser l'électricité et certaines usines tournent au ralenti. Mais la rupture est assumée, vécue comme un passage obligé. Le troisième soir, le président réunit son cabinet.
Chaque ministre expose pertes, besoins et options. Les chiffres sont lourds, les marges étroites. Un plan d'urgence est voté, priorité aux zones rurales. Des restaurations accélérées des pompes locales, formation d'équipes mixtes civiles et militaires. Des unités techniques qui sont déployées dans les provinces, tandis que des soldats sécurisent le pavillon barrages et bassins. Les jours suivants, la routine du rationnement s'installe. La peur d'un chaos immédiat s'estompe progressivement. Des comités villageois s'organisent pour gérer la distribution. Des ingénieurs burkinabés réparent d'anciennes installations laissées de côté. La rupture initiale se transforme en apprentissage collectif, lent et imparfait. À ce stade, la question qui surgit n'est plus seulement politique. La liberté vaut-elle le prix d'une transition aussi brutale? Et combien de temps un pays peut-il tenir avant que l'acte fondateur ne devienne un modèle viable? Avant la fermeture du fleuve Sahel, la production d'électricité hydraulique assurait une part stable de l'approvisionnement national. Après la décision, les premiers relevés montrent une baisse de 18% de la production électrique liée à la réduction du débit vers les barrages. Ce chiffre résume un choc immédiat: moins d'eau, moins d'énergie et une pression accrue sur un réseau déjà fragile. En pratique, cela se traduit par des coupures plus fréquentes et une priorisation stricte des usages essentiels. Dans l'agriculture, l'impact est encore plus sensible. Les cultures irriguées représentent près de 30% de l'activité économique du pays. Dans les semaines qui suivent la fermeture, leur rendement recule de 15 à 20% selon les provinces. Derrière ces pourcentages, il y a des champs laissés secs, des semis reportés et des marchés locaux moins fournis. Les agriculteurs doivent arbitrer entre consommation immédiate et préservation des sols, souvent sans marge de sécurité. Un troisième indicateur éclaire une autre facette de la crise. Alors que plusieurs multinationales suspendent leurs projets et retirent leurs équipes, l'État crée 2000 nouveaux postes dédiés à la gestion locale de l'eau. Chaque recrutement correspond à un transfert de compétences. Des techniciens formés en urgence remplacent des ingénieurs étrangers et la capacité nationale de pilotage hydraulique double en quelques mois. Cette évolution ne compense pas entièrement les pertes, mais elle stabilise un système qui aurait pu s'effondrer. Sur le plan financier, les contraintes sont sévères. Le gel d'un prêt du FMI évalué à 400 millions de dollars prive le pays de liquidités cruciales. Cette pression force une réorientation stratégique. Des fonds régionaux sont mobilisés. Le Mali et le Niger apportent un soutien logistique et les équipements sont mutualisés. La logique change, l'assistance unilatérale laisse place à une coopération régionale, plus horizontale, moins abondante, mais politiquement maîtrisée. Les économistes nationaux parlent d'un effet miroir. Ce que le Burkina Faso perd en flux financier, il le gagne en cohésion interne. Les universités enregistrent une hausse notable des inscriptions en génie hydraulique et en géographie. Pour une partie de la jeunesse, l'eau cesse d'être un service acquis pour devenir un enjeu de pouvoir collectif. Cette perception modifie les choix de formation et les attentes vis-à-vis de l'État. Lors d'une allocution radiodiffusée, Ibrahim Traoré présente ces chiffres sans triomphalisme. Il insiste sur leur fonction pédagogique plutôt que symbolique. Chaque baisse, chaque création de poste, chaque restriction est décrite comme un coup d'apprentissage. Dans ce cadre, les données ne servent pas à justifier la décision, mais à mesurer la capacité du pays à absorber le choc et à ajuster sa trajectoire. Un an plus tôt, ces courbes auraient été lues comme les signes d'une crise imminente. Désormais, elles racontent une transition sous contrainte. Le Burkina Faso
ne se juge plus uniquement à son confort immédiat, mais à sa progression vers l'autonomie. Les chiffres, loin de condamner le choix initial, en révèlent mostrant la portée réelle et les limites concrètes. Deux lectures opposées s'affrontent depuis la fermeture du fleuve Sahel et chacune s'appuie sur des arguments solides. La première, portée par une partie des économistes africains et des soutiens du gouvernement, voit dans la décision un tournant historique. Selon eux, la dépendance, même qualifiée de coopération, reste une forme de contrôle prolongé. Tant que les ressources vitales sont administrées ailleurs, la souveraineté demeure théorique. Dans cette perspective, les sanctions internationales et les retraits d'investissements ne sont pas des accidents, mais des révélateurs. Ils prouvent que l'autonomie réelle a toujours un coût initial élevé. Ce camp souligne aussi un point rarement mis en avant. Les pertes économiques à court terme seraient comparables à celles observées lors de transitions industrielles majeures ailleurs dans le monde. L'argument est simple: accepter une contraction temporaire pour bâtir une capacité nationale durable. À leurs yeux, la décision force l'État, les entreprises locales et la population à investir dans leurs propres compétences au lieu de dépendre indéfiniment d'expertise importée. La seconde lecture, plus prudente, émane de diplomates régionaux et d'experts en développement. Ils reconnaissent la légitimité symbolique du geste, mais alertent sur ses risques structurels. Fermer brutalement un flux vital, c'est rompre des chaînes d'approvisionnement complexes, fragiliser un pays enclavé et exposer les populations les plus vulnérables à des pénuries prolongées. Sans infrastructures robustes et sans réserve financière suffisante, l'autonomie peut rapidement basculer vers l'isolement. Ces critiques insistent sur un danger précis: l'autarcie involontaire. Si les partenariats extérieurs se raréfient trop vite, la charge de l'ajustement repose presque entièrement sur la population. Inflation, baisse du pouvoir d'achat et ralentissement productif pourraient alors éroder le soutien populaire initial. Dans ce scénario, l'acte fondateur risquerait d'être jugé non sur son intention, mais sur ses conséquences sociales. Entre ces deux récits, une ligne de convergence apparaît. Même les plus critiques admettent que le statu quo antérieur n'était pas viable à long terme. De leur côté, les partisans reconnaissent que la rupture seule ne suffit pas. La décision n'est ni un triomphe automatique, ni une erreur manifeste. C'est un pari à long terme où la souveraineté se teste dans la capacité à corriger, ajuster et à prendre sous contrainte sans perdre de vue les équilibres humains. Au cœur de la crise, une phrase prononcée par Ibrahim Traoré modifie la lecture des événements. Jusque-là, la fermeture du fleuve Sahel était perçue comme un acte isolé, spectaculaire et risqué. Désormais, elle apparaît comme la première étape d'un plan plus large, pensé sur plusieurs années, visant non seulement l'eau, mais l'ensemble des dépendances structurelles du pays. Dans les jours qui suivent, des images filtrent des réunions nocturnes à Ouagadougou. Autour de cartes hydrologiques, des ingénieurs et des officiers redessinent les bassins, évaluent les flux et projettent une réorganisation complète du territoire hydraulique. Le fleuve n'est plus un axe unique, mais un élément parmi d'autres dans un système diversifié. Cette bascule conceptuelle change tout. La pénurie n'est plus subie, elle devient un levier de transformation. À l'extérieur, le signal est immédiatement perçu. Au Mali et au Niger, des discussions s'ouvrent sur une coordination régionale de la gestion de l'eau. Ce qui était présenté comme une crise nationale commence à être vu comme un précédent africain. Les chancelleries parlent de risque de contagion politique. Les gouvernements voisins y voient une opportunité de renégociation. Pourtant, cette nouvelle phase n'efface pas l'incertitude. Les sanctions persistent, les devises
reste sous tension et les récoltes demeurent fragiles. Mais une frontière invisible a été franchie. La décision cesse d'être défensive. Elle devient proactive, structurante et engage le pays dans une recomposition de long terme. Car c'est à ce moment précis que l'histoire change de nature. La question n'essaie plus de savoir si le fleuve devait être fermé, mais ce que cette fermeture rend désormais possible. Les effets de la fermeture du fleuve Sahel se listent désormais à plusieurs niveaux, et c'est dans cette superposition que la décision prend tout son sens. Pour l'État, d'abord, la rupture agit comme un accélérateur institutionnel. Privée de l'appui technique étranger, l'administration burkinabé est contrainte de centraliser et de valoriser ses compétences locales. Le ministère des Ressources crée des cellules provinciales chargées de surveiller barrages, bassins et stations de pompage. Des rapports internes font état d'une hausse d'environ 40% de la réactivité administrative. Il y a un indicateur imparfait mais révélateur d'un appareil d'État redevenu moteur plutôt que gestionnaire passif. Ibrahim Traoré y voit la preuve que la contrainte peut produire de la discipline. Du côté des entreprises, le choc est plus contrasté. Les sociétés étrangères suspendent leurs activités ou se retirent, laissant derrière elles des infrastructures et des marchés désorganisés. À court terme, l'investissement privé recule et certaines chaînes de valeur se fragmentent. Mais ce vide crée aussi un espace inédit. Des coopératives agricoles locales réinvestissent les zones riveraines, adoptent des pompes solaires financées par des capitaux nationaux et expérimentent des circuits courts d'irrigation. Après plusieurs mois, la production agricole retrouve près de 80% de son niveau d'avant-crise, sans retrouver encore sa rentabilité initiale. L'économie privée se contracte puis se recompose, plus lente mais plus enracinée. Pour la population, les conséquences sont les plus visibles et les plus ambivalentes. Le quotidien reste exigeant. Les coupures d'eau rythment encore les journées et l'électricité demeure instable. Pourtant, la perception a changé. Dans de nombreux villages, des comités de gestion distribuent de l'eau selon des quotas discutés collectivement. Les femmes, souvent responsables de l'approvisionnement domestique, acquièrent un rôle politique nouveau dans ces instances locales. Des sondages internes évoquent une hausse de 22% du sentiment de fierté nationale, un chiffre à manier avec prudence mais qui traduit un déplacement symbolique. L'eau n'est plus un dû, elle devient une conquête collective. À l'échelle régionale, enfin, l'onde de choc dépasse les frontières. Au Mali et au Niger, des débats s'ouvrent sur la révision de contrats similaires et sur la création d'une coopération hydraulique sahélienne. Les chancelleries occidentales parlent d'un risque de basculement durable de l'équilibre d'influence. Les analystes africains, eux, évoquent un effet domino politique. Ce qui était perçu comme une crise nationale s'inscrit désormais dans une recomposition régionale lente, encore incertaine. À l'intersection de ces quatre sphères, une réalité s'impose. Les pertes économiques sont réelles, mesurables et parfois douloureuses. Mais les gains symboliques et institutionnels le sont tout autant. En fermant le fleuve, Ibrahim Traoré n'a pas seulement assumé une rupture. Il a déclenché une redistribution des responsabilités entre l'État, les acteurs économiques, la société et la région, redéfinissant ce que signifie gouverner sous contrainte. À moyen terme, l'avenir du Burkina Faso, après la fermeture du fleuve Sahel, se décline en trois trajectoires possibles, chacune conditionnée par des choix précis et des contraintes difficiles à contourner. Le scénario de base est celui d'une stabilisation prudente. Dans cette hypothèse, les 6 à 12 prochains mois sont marqués par une adaptation progressive. Les coopératives agricoles consolident la gestion locale, les stations de pompage réparées fonctionnent de manière intermittente
et les partenariats régionaux avec le Mali et le Niger assurent un minimum de partage hydraulique. Les sanctions occidentales demeurent, mais leur impact s'atténue grâce à la solidarité régionale. La croissance reste faible, oscillant entre stagnation et légère progression, tandis que la confiance institutionnelle s'améliore lentement. Un scénario plus optimiste repose sur une accélération des réformes. Dans ce cas, les efforts de réorganisation portent leurs fruits plus rapidement que prévu. De nouveaux barrages solaires sont mis en service permettant d'atteindre une indépendance énergétique partielle en moins d'un an. Les échanges régionaux augmentent, soutenus par un accord trilatéral de coopération hydraulique. Des investisseurs africains, séduits par la résilience démontrée, financent des projets locaux dans l'irrigation et l'énergie. L'économie interne rebondit modestement et la rupture initiale devient la base d'une croissance plus endogène. Ibrahim Traoré consolide alors un modèle de souveraineté austère mais crédible, capable d'inspirer d'autres États. Le scénario le plus sombre ne peut cependant être écarté. Il suppose un durcissement des pressions extérieures, une prolongation des sanctions et des aléas climatiques défavorables. Les récoltes échouent si partiellement, l'inflation s'accélère et le pouvoir d'achat recule. Les réserves monétaires s'épuisent et la dépendance régionale remplace progressivement la dépendance occidentale sans offrir la même stabilité. Dans cette configuration, la fermeture du fleuve serait perçue non comme un acte fondateur, mais comme une rupture prématurée, socialement coûteuse. Entre ces trois horizons, une constante demeure. L'enjeu n'est plus de prouver que la décision était juste ou symboliquement forte, mais de transformer un acte politique en modèle économique viable. La souveraineté ne se mesure pas seulement au courage de rompre, mais à la persévérance dans l'ajustement, la correction et l'apprentissage sous contrainte. Au-delà des institutions et des chiffres, la fermeture du fleuve Sahel touche des trajectoires individuelles très concrètes. Pour les agriculteurs, d'abord, l'impact est immédiat. Ils sont les premiers exposés aux pénuries et les premiers contraints d'innover. Dans les plaines du Nord, certains réapprennent à stocker chaque goutte, à modifier les cycles de culture et à mutualiser les équipements. Les anciens, souvent sceptiques face aux ruptures politiques, reconnaissent que la décision a réveillé une forme de fierté et de responsabilité collective, même si le quotidien reste plus difficile. Dans les villes, la jeunesse joue un rôle inattendu. À Ouagadougou, des étudiants transforment la crise en défi intellectuel. Des collectifs se forment dans les universités pour concevoir des solutions de filtration, de récupération des eaux de pluie et d'irrigation à petite échelle. Pour eux, la fermeture du fleuve n'est pas seulement une contrainte, mais un laboratoire d'idées. Elle redonne du sens à des formations techniques longtemps dévalorisées et ouvre des perspectives professionnelles ancrées localement. La diaspora africaine observe, elle aussi, avec attention. Depuis Dakar, Bamako ou Paris, les réactions oscillent entre inquiétude et admiration. Certains s'organisent pour envoyer des fonds, d'autres pour relayer une information alternative face aux récits alarmistes. Cette mobilisation à distance montre que la décision dépasse les frontières nationales et interpelle une communauté plus large attachée à la question de la dignité et de l'autonomie. Pour le public qui regarde cette séquence, une interrogation se dessine. Que ferait-on collectivement si une ressource vitale cessait soudain d'être garantie par des acteurs extérieurs? Jusqu'où accepterait-on l'inconfort au nom d'une maîtrise retrouvée? La crise burkinabé agit comme un miroir. Elle oblige chacun à réfléchir à la valeur réelle de la souveraineté lorsqu'elle se traduit en gestes quotidiens, en choix concrets et en efforts partagés. Face aux coûts immédiats de la rupture, le pouvoir burkinabé formalise progressivement une méthode,
L'objectif n'est plus seulement de tenir, mais de transformer l'épreuve en système durable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une Académie nationale de l'eau est créée pour reconstruire la compétence locale. En quelques mois, ingénieurs, qui est techniciens et gestionnaires, y sont formés puis affectés à des bassins précis, avec un mandat clair et mesurable. Atteindre une autonomie opérationnelle complète à court terme. La seconde étape concerne les infrastructures vitales. Les stations de pompage secondaire, les barrages de retenue et les canaux d'irrigation font l'objet de chantiers prioritaires. Les travaux sont organisés en cycles courts, financés par des ressources internes, notamment la taxation minière. Chaque phase est suivie par des comités citoyens chargés de vérifier l'avancement et la transparence. Cette surveillance locale vise à éviter que la souveraineté technique ne se perde dans l'opacité administrative. Troisièmement, la diversification devient centrale. Le plan gouvernemental prévoit une montée rapide de l'énergie solaire dans l'alimentation des systèmes hydrauliques, avec un objectif de couverture partielle en moins d'un an. Des solutions expérimentales, comme la récupération des eaux de pluie et des stations de traitement décentralisées, sont testées dans les zones les plus exposées. L'ambition affichée est de réduire progressivement la dépendance au fleuve Sahel sans renoncer à son rôle structurant. La coopération régionale constitue le quatrième pilier. Le Burkina Faso signe un pacte de gestion conjointe avec le Mali et le Niger. Un observatoire commun partage données et alertes en temps réel. La souveraineté n'est plus conçue comme un repli, mais comme une capacité à négocier d'égal à égal dans un cadre collectif. Enfin, un mécanisme d'évaluation régulière est instauré. Tous les 3 mois, des rapports publics mesurent les progrès, les retards et les ajustements nécessaires. Pour Ibrahim Traoré, l'indépendance ne se proclame pas. Elle se prouve par la méthode, la discipline et la capacité à corriger ses propres choix. Au bord du fleuve Sahel, la scène a changé de tonalité. Les mêmes ingénieurs qui avaient refermé les vannes se tiennent désormais face à des installations partiellement restaurées, observant non pas une victoire, mais un recommencement. Le capitaine Caboret est là, silencieux, regard posé sur des turbines réparées à la hâte et des canalisations neuves encore marquées par la poussière. Autour, les villages reprennent souffle lentement, sans effacer les cicatrices de la crise. Ibrahim Traoré effectue une visite discrète du site. Il ne prononce pas de discours. Il observe. Il sait que la décision de 2025 ne sera pas jugée sur sa radicalité, mais sur sa capacité à produire des résultats durables. L'eau coule à nouveau, moins abondante, mais sous contrôle national. Ce détail, presque banal, résume le basculement. La souveraineté n'est plus un slogan, elle est une responsabilité quotidienne. Dans les gestes ordinaires, la transformation devient visible. Des enfants jouent près des bassins, des femmes remplissent leurs seaux avec méthode, des ouvriers ajustent des vannes encore instables. Le pays n'est pas sorti de la difficulté, mais il a changé de rapport à elle. La contrainte n'a pas disparu, elle a été intégrée. Le fleuve n'est plus un ruban d'eau sous tutelle extérieure. Il est devenu un miroir. Un miroir où un État, une société et une génération se reconnaissent capables d'apprendre, et d'endurer et de décider par eux-mêmes. L'histoire du fleuve Sahel ne s'arrête pas à ses rives. Elle s'étend comme une métaphore pour un continent entier confronté à la même question fondamentale. Comment reprendre la maîtrise de ses ressources sans basculer dans l'isolement? Ce que le Burkina Faso a engagé sous la direction d'Ibrahim Traoré dépasse une décision technique ou une séquence politique. C'est une déclaration de confiance envers la capacité d'un pays à apprendre sous contrainte, à accepter l'inconfort comme prix d'une responsabilité retrouvée. Fermer le fleuve n'a pas seulement réveillé une économie sous tension.
Le geste a mis à nu des dépendances longtemps tolérées et a forcé un débat que beaucoup repoussaient. Chaque pays africain porte en lui un fleuve semblable, une ressource vitale, un héritage contractuel, un choix différé. La question n'est pas de rompre ou de coopérer, mais de décider sans subir, de négocier sans abandonner la maîtrise. Rien n'assure que cette trajectoire soit exempte d'erreurs. Les coûts sont réels, les ajustements complexes et le temps long reste incertain. Mais une chose est désormais claire, la souveraineté n'est ni gratuite ni abstraite. Elle se construit dans des décisions concrètes, évaluées, corrigées et assumées collectivement. Alors que le regard se tourne vers l'avenir, une interrogation demeure ouverte. Si un seul fleuve peut inverser une histoire de dépendance, que pourrait accomplir un continent prêt à redessiner ses propres courants?